responsabilité de l'éducation numérique. Et suite à une opération commandée, on va dire, par la préfecture d'Île-de-France, nous intervenons dans le cadre du plan pauvreté dans différentes communes et collectivités en Seine-et-Marne, pour ma part en Seine-et-Marne et dans l'Essonne, et aussi autour de l'Île-de-France, Paris-Île-de-France, pour l'instant. Et donc Open s'est doté d'un collectif, je vais lancer un petit peu, voilà, d'un collectif, d'un collège de professionnels, des juristes, des médecins, différents professionnels en fait, pour venir aider et pour venir apporter un accompagnement, on va dire, auprès des parents et auprès des professionnels de la petite enfance. Alors Open intervient entre autres au niveau de la prévention et de la formation, par exemple sur des domaines tels que la radicalisation en ligne et les dérives sectaires, sur les données personnelles et les traces numériques, c'est-à-dire l'image que les adolescents, entre autres, et enfants peuvent mettre sur Internet, les réseaux sociaux. Et pour ce qui nous occupe, ça va être nos enfants face aux écrans. Et les écrans, on va dire, ce qu'on sait des écrans, c'est surtout qu'on ne sait pas grand-chose en fait. Voilà. On va commencer comme ça. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est beaucoup trop jeune, c'est beaucoup trop récent pour avoir, on va le voir un petit peu plus tard, je vais développer un petit peu, on va le voir après, pour avoir vraiment des études fiables concernant tous les appareils qu'on appelle des nomades. Voilà, donc on va encore un petit peu d'informations sur le site de l'Open. Donc là, vous pouvez en allant sur le site, mais je vous donnerai tout ça aussi à la fin. Vous pourrez avoir des ressources pour aller rechercher ce qu'on appelle, je vous en parlerai tout à l'heure, ce qu'on appelle les causeries du numérique, qui sont des petits podcasts. Et on va commencer avec une petite question. Est-ce que vous savez par exemple que 24% des parents ont déjà utilisé un logiciel pour espionner leur enfant? Alors, quand je dis espionner, c'est pas le contrôle parental. C'est pas, voilà. Le contrôle parental en général, il est, on va dire, plus ou moins discuté avec l'enfant, plus ou moins échangé. Enfin bon, on le met en général en place ensemble et tout. Là, je parle vraiment d'espionnage, c'est-à-dire que l'enfant ne sait pas que son parent écoute ses conversations, lit ses SMS, et puis écoute aussi l'environnement. Il y a aussi un micro pour écouter l'environnement, en fait, quand il dit par exemple qu'il est en classe alors qu'en fait il est au centre commercial ou avec ses amis. Voilà. Donc ce qui se passe là, c'est vraiment la difficulté, c'est qu'on a vraiment l'impression finalement qu'il y a un manque d'échange et un manque de communication. Et du coup, ça induit de la peur en fait de la part des parents qui n'ont trouvé que ce biais-là pour pouvoir un peu surveiller leurs enfants. Voilà. Avec toute la communication, tout ce qu'on peut entendre à la télé ou sur Internet, avec, je sais pas moi, les enlèvements, enfin bon, la peur fait qu'il y a, voilà. Alors dans une moindre mesure, il y a des parents qui tracent leur enfant, voilà, pour savoir s'il va bien de la maison à l'école ou s'il va bien de tel endroit à tel endroit. Bon, ça aussi, normalement, c'est plus ou moins discuté. Mais bon, ça reste quand même assez inquiétant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Inquiétant pour les... non, c'est les parents qui s'inquiètent. Hein? Je pense que les enfants, ils n'ont pas vraiment conscience. C'est les parents qui s'inquiètent. Donc le fait qu'ils s'inquiètent fait qu'ils se retrouvent à, on va dire, suivre leurs enfants et les espionner. J'ai pas d'autres mots en fait. C'est assez paradoxal parce qu'en fait,
ces nomades, ça leur a été fourni par les parents. Et ensuite, alors le paradoxe, c'est que pour moi, il y a toujours cette peur du parent. Et donc, moi je me pose toujours la question de pourquoi les parents donnent ces outils-là à leurs enfants. Parce que c'est le progrès. Je veux dire, les portables, c'est quand même une avancée. C'est quand même un outil qui nous permet à nous, adultes, on va dire entre guillemets, de gagner du temps. On va le voir tout à l'heure, effectivement, qu'avec les portables, on peut faire beaucoup de choses. Et du coup, pourquoi les enfants n'en profiteraient pas? Et puis, en même temps, ça permet aussi d'avoir un lien avec ses enfants un peu plus. Moi, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que du coup, justement, ça sert quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est un outil de surveillance, en fait. S'il est donné aux enfants, c'est pour que les parents soient rassurés. Parce qu'ils peuvent joindre à tout moment. Au départ, c'était le téléphone. Donc le téléphone, quand c'est arrivé, c'est vrai que c'était une avancée parce qu'on pouvait. Vous savez que les cabines, elles n'existent plus. On pouvait téléphoner, on pouvait joindre tout le monde assez rapidement. Disons que le diable se cache dans les détails toujours. C'est-à-dire que voilà, avec une avancée quand même qui permet effectivement qu'on soit tous connectés, on va dire, et même hyper connectés, on se retrouve avec l'effet inverse, pervers quelque part, effectivement, on peut nous suivre partout et on peut être tracé partout. Donc voilà, il y a du bien, on va dire, et puis il y a la balance, le contre-exemple qui fait que effectivement, mais dans un premier temps, c'était vraiment pour avoir une avancée quand même. Pré-adolescent qui entre au collège, il sera quand même stigmatisé par les copains, par les amis, et du coup on le met quand même dans une position où la pression qu'on lui met, on va dire, il va la rejeter un peu sur ses parents, Moi j'ai le cas d'un ami justement avec son fils. Effectivement à Noël il va avoir, le parent va acheter le premier prix parce qu'il n'y a pas les moyens, donc il y a une sorte de moyen d'acheter le super Android, donc il va vraiment acheter le premier prix, mais à côté de ça, le gamin est en pression au niveau scolaire aussi, du fait que ses amis ont des téléphones portables. Alors que lui, il a un tout petit téléphone à clapet, là, justement, juste pour téléphoner, en fait. Et en fait, l'autre fois, son père m'a dit que quand il l'appelle, en fait, il ne sort jamais son téléphone parce qu'il a honte. Il sort son téléphone et forcément, les copains, les copines vont le voir. Et donc, il y a aussi, faut en tenir compte aussi de cette pression. Maintenant, tout est fait, effectivement, pour pousser à la consommation. Ça, on a bien compris qu'il y a des enjeux financiers, il y a une société effectivement où on va pousser les gens à consommer. Maintenant, on arrive avec donc ces outils. Moi, j'appelle ça vraiment un tsunami numérique parce que nous, en tout cas, notre génération, la génération des parents maintenant, arrive avec un reflux, un flux énorme d'informations et d'objets sur lequel on n'a pas forcément le recul nécessaire pour pouvoir mettre des garde-fous, justement. Et on est la première génération aussi, les premières générations à essuyer les plâtres à ce niveau-là. Je pense que petit à petit, effectivement, les jeunes parents vont pouvoir petit à petit faire attention, être plus vigilants. Mais il y a des parents, ils ne savent même pas ce que leurs enfants regardent. Vous avez raison quand vous dites qu'il y a des tout petits qui savent swiper maintenant, comme ça, hop, ils swipent sur des livres. Ils ont des livres, mais comme à la maison, vous les avez vus peut-être dans vos classes où les enfants que vous avez, ils swipent comme ça sur des livres, ou alors ils essaient d'agrandir l'image sur des livres. Donc ils sont déjà dans cette culture en fait, ils sont déjà dans ce monde-là avancé, Donc on va essayer de mettre en place des choses, mais effectivement vis-à-vis des parents, parce que ce sont les premiers
j'ai envie de dire, prescripteurs ou les premiers à être décisionnaires, en tout cas pour nos enfants, à être vraiment en première ligne. À votre avis, justement, à partir de quel âge les enfants ont le premier téléphone, smartphone, premier téléphone? 13 ans, non? 10 ans. 10 ans. Ouais, 11 ans. L'entrée en sixième. L'entrée au collège. Plus 12. Non, mais en fait, c'est effectivement à partir de 10 ans, on en a parlé un peu longuement, là, c'est-à-dire à l'entrée du collège. La première tablette. Attention, quand je dis en leur appartenant en propre, hein. C'est leur tablette. 3 ans. Tout petit, mais avant 3 ans. 7 ans. Avant 3 ans. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait la tablette, il y avait l'ordinateur. Voilà. Bon, on va. Voilà les équipements donc, que les enfants possèdent en propre. Donc on voit par exemple que le téléphone smartphone, il est vers 10 ans. Hein, donc vous étiez dans le vrai. La console de jeu, elle était, c'est vers 7 ans, c'est ça, 7 ans à peu près. L'ordinateur vers 8 ans. La tablette quand même vers 6-7 ans aussi. L'ordinateur, comment? Mon ordinateur, ils ont leur ordinateur à 8 ans. Oui, ils peuvent avoir un ordinateur, effectivement. On peut leur offrir un ordinateur à Noël, justement, là, Noël arrive. On va leur offrir un ordinateur en propre, ça va être le cadeau. Un Père Noël riche quand même. Et puis on se rend compte aussi que la télévision arrive dans la chambre des enfants. Elle arrive en propre, qui leur appartiennent à l'âge de 6 ans. Ça fait longtemps ça. Et maintenant, la télévision s'étant démocratisée avec des écrans plats. Hein. Avant, il y avait, comme je disais, au siècle dernier, au temps des dinosaures, on avait le tube cathodique, la télévision qui réunissait un peu tout le monde. Et puis, du coup, c'était justement un moyen de fédération, de fédérer, hein, un moyen de fédérer justement la famille. Hein. Et en fait, maintenant, on se retrouve avec une multitude d'écrans, qui a la télévision pour toute la famille qui est accrochée au mur, avec un grand écran comme le cinéma. Et après, on a qui se décline, des télévisions dans la chambre du plus petit, les téléphones ont été mis entre nos mains sans avoir du tout d'informations. Et du coup, les adultes aujourd'hui ne sont pas informés et ne peuvent pas informer les générations. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que je parle de tsunami, parce qu'en fait, on a eu des outils dont on ne connaissait pas la portée, hein, où on a commencé. C'était bien au début, hein, on disait c'est super, on peut téléphoner, on peut avoir des informations super, et puis ils sont arrivés toutes ces applications, hein, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit qui font que mais on va dans le sens du progrès, dans le sens de la marche en fait, hein. Mais arriver à je sais pas revenir en arrière, parce que je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais par contre avoir une conscience de ce que c'est vraiment, et puis essayer on va dire limiter la casse et essayer justement de donner, nous en tant que parents, cette éducation numérique qu'on devrait donner à nos enfants pour qu'ils puissent même être critiques par rapport à ça. Là, on a des enfants tout petits qui se retrouvent avec des téléphones portables que le parent prête pour qu'ils regardent un dessin animé, pour le faire patienter dans une salle d'attente, pour l'occuper quand on va faire des courses. Le smartphone, c'est devenu notre deuxième cerveau, hein, le prolongement de notre main quand on a une montre connectée. Ça vibre là, comme je dis, puis ça vibre là aussi. Comme ça, on peut inventer une petite danse. Avant, comme je disais, il y avait la télévision, et aujourd'hui, ça s'est complètement diversifié, ultra démocratisé. Oui. C'est pas une phablette? Alors une phablette, justement, c'est un mix entre Non, pardon, c'est
un smartphone mais qui est de dimension Voilà. identique à une petite C'est tablette. entre la tablette et le smartphone. C'est entre la tablette et le smartphone. Donc il faut une poche beaucoup plus grande. David, il a des poches. Alors, bon bah du coup, le sujet des écrans est un sujet très discuté. Et là justement, vous allez voir qu'en très peu de temps, en fait, ça s'est bien démocratisé au niveau du smartphone. Alors vous voyez par exemple qu'en bleu, c'est la télévision qui est restée encore plus longtemps, puisque avant même 2005, puisque la télé c'est depuis les années 50, 50-60. Ensuite, l'ordinateur est venu supplanter, grignoter un petit peu, voilà, dans les années à la fin des années 90, au début des années 2000, l'ordinateur, j'ai envie de dire l'ordinateur qui ressemblait un petit peu au téléviseur, parce qu'en fait il était branché, et il était quand même dans la pièce principale. Donc, depuis 5-6 ans, effectivement, le smartphone est venu grignoter et sur la télévision et sur l'ordinateur, en commençant par prendre une petite place, et puis en fait voilà quoi. Donc ça fait en fait 5 ans, 5-6 ans que le smartphone est entré dans nos vies, et donc comme je disais, c'est quand même très récent. Or, il s'est démocratisé à une telle vitesse que ça a vraiment submergé toutes les familles, quoi. Tout le monde a son smartphone presque. Mais Évoque des risques importants pour eux, l'addiction, l'isolement, la diminution des activités extérieures et l'hyperactivité. Je disais que maintenant l'explosion du langage, elle est décalée à peu près d'une année, c'est-à-dire qu'au lieu d'arriver vers on va dire 1 an et demi, 2 ans, elle est décalée d'1 an à peu près, à cause effectivement de cette surexposition, on va dire, exposition, avec bien sûr des difficultés à être dans l'interaction, dans le jeu, avec les copains, les copines, avec une pauvreté de dessin et d'imagination, parce que du coup, effectivement, tout est donné, tout est prémâché, tout est prémâché, donc il n'y a plus besoin de construire. Et c'est vrai que, par exemple, tout à l'heure, on parlait des puzzles qu'on peut faire on peut faire des puzzles effectivement sur une tablette, mais rien ne vaudra le vrai puzzle qu'on va construire avec ses mains. Alors nous on le sait, rien ne vaudra la construction des Kapla ou les jeux de Lego où les enfants de 2 ans qui la regardent tous les jours ont 8% plus de 2 heures par jour. 10% des enfants de 2 ans sont tous les jours sur un smartphone. Oui, mais en même temps, voilà, le smartphone c'est devenu l'outil de temporisation. On temporise avec les smartphones. Le temps passé sur les écrans décale l'heure du coucher et décale aussi l'heure de l'endormissement. Plus un enfant regardera des écrans, il mettra autant de temps pour s'endormir. Voilà, pour l'instant, les seules études qu'on a existantes, réelles, c'est les études sur la télévision. C'est les seules études fiables qu'on a parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, la télé, elle existe depuis 70 ans, qu'on sait exactement quelles sont les retombées sur les familles, quelles sont les retombées sur les individus, et que pour l'instant, les études qu'on a sur les écrans sont trop jeunes, elles ne sont pas sur les autres écrans. Oui. Je pense que la télé, elle n'a qu'une seule utilisation en fait. Du coup, effectivement, quand le programme ne plaît plus, on veut stopper, on stoppe. Le problème avec le téléphone, c'est qu'on fait tout avec dessus. On veut dire, écouter la musique, on a notre téléphone. On veut regarder une vidéo, on a notre téléphone. On veut chercher une information, on a notre téléphone. Du coup, finalement, on se rend compte que déjà là, comme vous dites, c'est nous en tant que parents, comment est-ce qu'on arrive à se positionner, justement de différer ce qu'on recherche, nos envies, etc. Le problème, c'est que vu qu'ils nous voient tout le temps dessus, pour faire le moindre recherche, etc., forcément, c'est plus difficile de dire stop en fait. Parce que vu que nous, on est
dessus. Oui, pour donc faire c'est plein de oui. Effectivement, en général, quand on est devant des écrans, eh ben, on est plutôt dans le grignotage. Justement, la dame parlait tout à l'heure du frigo ouvert non-stop. Ben voilà, on est dans le grignotage et dans la junk food, quoi, hein, ce qu'on appelle la junk food. Donc tout ça n'aide pas à se rendre compte effectivement qu'il y a, c'est ce qu'on appelle des effets délétères, quoi. C'est-à-dire que voilà, on s'en aperçoit par des biais de corrélation, on observe différentes choses, mais sans pouvoir dire que c'est directement lié aux écrans. On a parlé aussi des effets sur le langage, donc avec ce retard de langage qui s'observe. Et encore une fois, c'est plus des biais de corrélation que la réalité, quoi. Ça n'est pas observable vraiment avec des études. Après, Je reprends un petit peu ce qui a été dit. Donc voilà, peu d'études concernant cet état. Et ce qui est important, c'est que en fait, cette baisse d'interaction, on appelle ça du temps volé, en fait. Hein, c'est du temps volé à ne pas jouer, c'est du temps volé à ne pas raconter une histoire, c'est du temps volé à ne pas s'ennuyer aussi. Hein, et que les enfants, finalement, se retrouvent avec je vais pas dire une apathie, mais avec quelque chose qui les empêche en fait de pouvoir se développer naturellement. Commence par fixer dans les fibres de son cerveau les informations qu'il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire de l'expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir, c'est perdre plus de 2/3 de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent, il devient spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. A l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique.
Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Jack Shonkoff de l'Université d'Harvard le confirme. Advances in neuroscience, molecular biology, and genomics have a very simple message. That message is that early experience literally is built into our bodies, for better or for worse. Surveillons donc nos habitudes, car elles structurent directement le cerveau de l'enfant. Tout cela pour dire que le cerveau se nourrit de nous et du monde. Alors offrons-le lui et offrons-lui le meilleur. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my lead. Voilà, c'est assez parlant, hein, comme, voilà, c'est encore des Américains. Hein. This is something that we started studying. Voilà, c'est une expérience qui a été faite avec cette maman, avec son bébé. People didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. Alors là, on la voit She gives a greeting to the baby gives tout à fait en lien avec son bébé. This baby starts pointing at different places in the world. Voilà, il a remarqué qu'il y avait une caméra. They're working to coordinate their emotions. Et donc il est tout à fait en lien avec sa maman, normal quoi. That's Hein, really what un bébé qui est nourri, on va dire, and then we qui est nourri d'échanges. Et là, sa maman, elle va se tourner et elle va revenir avec un visage neutre, picks up on this. sans aucune expression. All of her abilities Bon, to il est quand même un peu... il s'interroge au départ. Il demande qu'est-ce qui se passe. she points because she's used to Mais regarde maman, regarde là, il y a une caméra là, regarde. Aucune réaction. both hands up in Alors il front. comprend pas trop ce qui se passe. She makes that Et il essaye de la faire réagir hein, avec ses petits moyens, aren't we les doing petits moyens qu'il a à sa disposition. in this 2 minutes when they don't get Il comprend vraiment pas ce qui se passe. Hein. C'est vraiment quelque chose de difficile. On le voit pour lui. they actually lose Ah, il demande presque de l'aide. Hein, d'un coup, il demande de l'aide à la caméra. Et puis là, voilà. Il arrive un moment où effectivement, il y a quand même une souffrance qui s'installe, hein, de ne pas pouvoir échanger, de ne pas pouvoir. Enfin, en tout cas, une incompréhension sur le. Ne pas avoir de Hein, relation. une incompréhension du déficit de relation, quoi. Hein, donc c'est vraiment quelque chose qui s'observe, enfin en tout cas là qui s'observe, et c'est vrai que les enfants, les petits en tout cas, face aux écrans, pour eux ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, il n'y a pas d'interaction, hein, il n'y a pas d'interaction quand ils sont sur les écrans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que peut-être par des questionnements ou par les renvoyer peut-être sur qu'est-ce que vous en pensez. Même pas. Ça Même peut pas. être, Parfois, c'est juste le fait de proposer des plans AP. Alors eux préconisent de la prudence. En plus c'est extrême prudence. Hein. C'est pas de l'interdiction. Hein.
extrême prudence pour les enfants de moins de 2 ans dont l'intérêt des écrans n'est pas démontré. Voilà, pour les 3-5 ans, prioriser des activités communes avec les parents, parce qu'on a redit un petit peu déjà, hein, de préférence en dehors des écrans. Et puis, voilà, les applications spéciales enfants ne sont pas forcément démontrées. Voilà, la nature des contenus est importante. C'est une préconisation, hein, c'est des recommandations, là, c'est les Américains qui disent voilà, qu'il faut limiter le temps d'écran à 1 heure par jour, ce qui est énorme déjà pour les enfants de 1 à 5 ans. Les publics HCSP, eux, préconisent plutôt pas d'écran, éviter les écrans avant 3 ans, aussi interaction parentale impossible, pas d'écran dans la chambre des enfants, encore une fois accompagner la consommation d'écran en fonction du contenu et de l'âge, et pas d'écran avant le sommeil, enfin pas d'écran avant d'aller dormir. Vous remarquerez qu'ils mettent éviter et non pas interdire. Hein, encore une fois, c'est des préconisations, c'est des recommandations. Voilà, avec mettre des rituels. Hein, des rituels, les enfants adorent être dans les rituels parce que au moins ils sont dans un cadre, c'est rassurant pour eux d'être dans des choses qu'on répète tous les jours, voilà. Le bain c'est un rituel, les repas sont des rituels, donc il faudrait vraiment que ça rentre. En fait, les écrans, il faudrait vraiment les intégrer dans un rituel aussi. Pour que ce soit un peu plus vertueux, on va dire. Mais malheureusement, c'est un peu trop tôt encore. On n'en est pas encore là. Serge Tisseron, neuropsychiatre, a édicté cette règle donc, qui est plutôt positive dans le sens où elle valorise plutôt des actions plutôt que d'interdire. Hein, ça permet de ne pas être dans le ne pas plutôt qu'être dans plutôt faire ça, à différents âges, donc avant 3 ans, jusqu'à 6 ans, jusqu'à 9 ans, jusqu'à 12 ans, et même après. Avec des parents, c'est vrai, moi j'avais une maman qui me disait, je sais pas, ses enfants avaient effectivement 8 ans, et elle me disait, mais comment je vais parler d'Internet à mes enfants? Elle savait pas, elle se questionnait déjà de savoir comment elle allait aborder la question, comment ça allait se passer, voilà, c'est des choses à réfléchir effectivement, c'était plutôt angoissant pour elle, quoi. Dans le carnet de santé, nous avons cette petite phrase, peut-être que vous êtes allé voir page 14, si vous avez des petits-enfants. Non, ça vous dit rien? Non, trop grand. Alors, ce qui est marrant, c'est que le carnet, en fait, on le donne quand on est à la maternité, hein, le carnet de santé. Et qu'est-ce qu'il y a souvent dans les chambres? Des télés. Donc, je vous ai dit, c'est un côté un peu schizophrène, hein, Voilà, savoir repérer les signes d'une surexposition. Donc ça, c'est effectivement, c'est plutôt pour les professionnels. Donc, effectivement, quand il y a des parents quand il y a des familles monoparentales, et disons que c'est quand même plus compliqué aussi à gérer, effectivement, le travail, la maison, les enfants, quand il y en a plusieurs. Et donc ça c'est pareil, c'est une étude qui a été commandée par la cohorte ELF. Et aussi le fait, l'environnement culturel est très important aussi parce que des fois on se retrouve avec des familles, comme je dis plutôt africaines ou maghrébines, avec après je dis pas, il y a peut-être aussi des familles russes, hein, c'est possible, hein, qui se retrouvent effectivement à être en lien avec le pays, et donc le seul lien possible c'est souvent passe
par la télévision. Et du coup, on se retrouve avec des familles, avec la télé allumée toute la journée. Donc, c'est intéressant dans la mesure où l'enfant entend parler la langue, mais c'est préjudiciable parce que l'enfant est toute la journée devant l'écran. Toujours. Alors, quels sont les signes qui doivent attirer votre attention? Donc, on l'a dit, on a déjà repris ça, la fatigue excessive, la fatigue de plus générale, les troubles du langage, la difficulté d'endormissement, l'énervement, l'irritabilité. Tout ça, c'est des choses qui doivent vous alerter. Vous connaissez ça? Ouais, c'est bien ça. Ah bah c'est bien, il y en a qui connaissent. Vous connaissez Vous connaissez aussi? Je vais pas faire mais non. Non. C'est une. En fait, c'est un appareil qui permet à l'enfant de pouvoir créer sa propre histoire. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui va mettre. Il y a un comédien, donc c'est le comédien ou la comédienne qui va raconter l'histoire avec une unité de temps et une unité de lieu. Ça peut être un château, voilà. Et après, il lance l'histoire, et c'est l'histoire qu'il a créée, qui sera... Il choisit le personnage. Voilà, il a plusieurs personnages, et il tourne avec le gros bouton, là, il choisit le personnage qu'il veut. Et après, il écoute l'histoire qu'il a lui-même fabriquée. Voilà, mais ça, je pense que c'est voilà, réfléchir à l'installation, l'utilisation d'écrans dans les espaces publics. C'est vrai que maintenant, même dans les hôpitaux, des fois on voit des écrans partout, même à Robert Debré, qui est un hôpital pour enfants, il y a des écrans partout. Donc il faut vraiment réfléchir. Et même en pédiatrie. En pédiatrie, oui, mon fils a été hospitalisé il y a 18 mois. La première chose que l'infirmière a fait quand on est rentré dans la chambre, elle nous a allumé la télé. Mais effectivement, les écrans essaient d'entrer aussi dans les crèches. Moi, j'ai déjà vu des écrans pour que, à l'entrée, on avait parlé des écrans à l'entrée pour pouvoir faire patienter les parents pendant qu'ils viennent chercher leurs enfants. Mais il y a des gens qui ont peur du silence, puisque pour eux, c'est une présence. Il y a une présence, l'écran. L'écran, il y a des familles où effectivement la télé est allumée tout le temps parce que ça fait une présence. Peur du silence, se retrouver sans rien. Alors, voilà. Alors face aux parents, en cas de souci, se sentir légitime pour intervenir, c'est déjà le cas. Je pense que vous interpellez un peu les parents sur effectivement les difficultés qui peuvent se rencontrer. Voilà, sans culpabiliser bien sûr les parents. Et puis sinon, vous pouvez aussi vous orienter vers des ressources extérieures. Ça peut être, vous êtes déjà, on va dire, des ressources extérieures un peu, non? Alors nous, ce qu'on propose comme ressources, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les causeries du numérique. Les petites causeries du numérique, ce sont des podcasts en fait qui ont été faits avec des professionnels sur des sujets bien précis, avec des différentes thématiques. Alors ça s'adresse un peu à tous les âges, ça s'adresse de 0 on va dire à 18 ans, même adulte on va dire. Et ça va être par exemple, là vous avez un épisode, épisode 1, parents, jeunes enfants, écran, comment gérer. Voilà, et sinon vous avez d'autres podcasts qui sont enregistrés que vous pourrez retrouver sur le site. Par exemple, le numéro 2, c'était Enfants, jeux vidéo et confinement. Le confinement, ça. Ou alors, numéro 4, overdose d'écran depuis 1 mois. Nos enfants sont-ils en danger? Donc là, il y a vraiment des professionnels, ça peut être des psychologues, ça peut être des pédiatres selon les sujets, qui sont interrogés et où il y a vraiment une réponse longue entre 10 minutes et une demi-heure avec des questions bien précises. Ça peut être une ressource, sur des parents par exemple que vous pouvez orienter sur le site, qui chercheraient à savoir un peu à comprendre en fait. Il y a aussi l'UNAF, qui est l'Union nationale des associations des familles, qui propose aussi
aussi des podcasts et puis des ressources pour pouvoir alimenter, pour pouvoir se renseigner, pour pouvoir répondre à différentes questions, la place des écrans, une question de rituel, on a parlé des rituels. L'école à l'ère du numérique, avec les tablettes, maintenant que les enfants ont des tablettes, les écrans numériques. Et puis moi, ma fille, elle est dans le privé, elle a une tablette, donc tous ces bouquins, ça n'existe plus. Tout est sur Internet. Non. Bon, elle est lycéenne. Tout est sur Internet.